on va parler un petit peu de l'enjeu de se faire représenter aussi par un courtier hypothécaire ou un spécialiste hypothécaire dans une transaction, puis quelles sont les choses que toi tu fais pour aider tes clients aussi dans les transactions. Voilà, donc tu vas nous parler un petit peu tout en détail, fait que je te proposerais peut-être de nous faire une petite présentation rapide de toi, puis depuis combien de temps tu fais ça, etc. Dans le fond, moi, ça va faire presque 5 ans là, que je suis spécialiste hypothécaire. J'étais dans une autre institution financière avant, pendant quelques années. Puis, je viens d'une famille qui est dans les hypothèques depuis presque 20 ans. Fait que j'ai grandi avec des gens qui sont dans le domaine hypothécaire alentour de moi. Puis, pour moi, c'est une passion. En fait, là, probablement comme vous, comme courtier, pour moi, c'est vraiment une passion. Puis, d'aider les gens, puis mes courtiers, c'est comme ma famille, mes amis, donc c'est super important pour moi que mes clients comprennent la transaction, comment que ça se passe de A à Z, puis si les gens comprennent pas, je remarque, puis il y a beaucoup de gens qui me disent, Émilie, il y a beaucoup de robots dans le domaine, les clients, ils se font expliquer des choses, ils comprennent pas nécessairement, puis quand j'ai acheté ma première propriété, je pense que j'avais comme 20 ans, puis le spécialiste hypothécaire dans ce temps-là qui avait fait la transaction, il m'avait rien expliqué. Il m'avait pas expliqué la taxe de la SCHL. Il m'avait pas expliqué les frais de démarrage. Rien du tout. Donc, j'avais comme un goût un peu, si on peut dire, amer à la fin de la transaction. Puis je me suis dit, moi, je veux que quand, justement, en pratiquant ce domaine-là, cette pratique-là, je veux absolument que mes clients comprennent tout. C'est vraiment important. C'est un peu moi. Puis c'est ça, je travaille les week-ends, les soirs, exactement comme vous. Toujours répondre au téléphone, c'est super important. Moi, Émilie, ce qui m'intéressait surtout de présenter à ceux qui nous écoutent, parce que quand un acheteur commence à faire ses recherches, puis doit passer par la case préapprobation hypothécaire, on a souvent la question, je pense que les garçons aussi, de qu'est-ce que je fais? Parce que beaucoup font juste comme aller sur leur site de leur institution financière, puis faire une espèce d'estimation de combien ils auraient le droit, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça suffit pas, puis qu'il faut vraiment aller contacter un spécialiste. Mais on nous demande, moi en tout cas j'ai eu la question plusieurs fois de comme qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que je dois aller me tourner vers ma banque avec un spécialiste hypothécaire, ou est-ce que je vais aller consulter un courtier hypothécaire qui va possiblement me donner plusieurs options? Est-ce que tu es capable de nous expliquer un petit peu la différence entre les deux? Oui, oui, oui. En fait, c'est une excellente question. Puis il y a même beaucoup de gens, juste pour faire une parenthèse rapidement sur ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont même dire à leur courtier immobilier, non, 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 j'ai déjà quelqu'un, j'ai déjà ma banque. Puis les gens vont faire, c'est qu'ils vont se présenter en succursale, que ce soit Desjardins ou n'importe quelle autre institution financière. Ils vont parler avec ce qu'on appelle un conseiller financier. Puis souvent, le conseiller financier ne va pas faire de préapprobation hypothécaire. Donc, le conseiller financier en succursale, ils vont faire souvent des prêts personnels, des marges de crédit, des ouvertures de compte, etc. Mais ils ne sont pas spécialistes hypothécaires. Donc, souvent, ils vont faire des hypothèques, exemple très basique, monsieur, madame, tout le monde, T4, dossier standard. Mais la plupart du temps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont référer un autre conseiller en prêt hypothécaire qui est à l'externe. Puis, vous, en tant que courtier immobilier ou comme client, vous n'allez pas avoir nécessairement un contact direct. Donc, c'est pour ça que je dis toujours à mes courtiers, donc, même si votre client il a déjà sa banque ou sa caisse, de référer directement à quelqu'un qui connaisse déjà, parce que vous allez savoir il est où votre dossier de A à Z. C'est super important. Point, Émilie, là, dans le fond, c'est que si le client s'en va à l'institution financière directement, c'est qu'on ajoute un intermédiaire dans toute l'histoire qui est peut-être superflu, là, dans le fond. Exactement. Dans le fond, C'est ils ça. vont référer comme à moi. Donc, ils vont m'appeler, ils vont dire, Émilie, on a un client qui est intéressé à faire une préapprobation ou il y a un client qui a fait une préapprobation en ligne. Est-ce que tu peux le prendre en charge, par exemple? Donc, tant qu'à avoir quelqu'un que vous n'allez pas savoir où est-ce que le client se retrouve, ben c'est mieux de le référer peut-être à quelqu'un que vous connaissez déjà à ce moment-là ou insister avec votre client sur le fait que ça serait mieux de passer par un spécialiste hypothécaire directement qui connaît ça, par exemple. Ouais, d'où l'importance d'avoir nos propres contacts aussi et d'aider les clients le plus rapidement possible aussi, là.
Donc, du coup, la différence avec un courtier hypothécaire, les principaux points, ça serait quoi? Oui, donc ça, c'est une excellente question aussi. Puis, tu sais, dans notre domaine, autant que vous, toutes les possibilités sont bonnes, que ce soit un spécialiste hypothécaire, un courtier hypothécaire. Par contre, euh, et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers cette branche-là, d'être spécialiste hypothécaire et non courtier hypothécaire, c'est spécialiste hypothécaire. Le spécialiste hypothécaire, il y a toutes les ressources pour aider les clients. Donc, il y a des conseillers en succursale aussi que nous, on va référer si le client a besoin d'aide de quoi que ce soit. Donc, on a une multitude de partenaires disponibles. Puis, moi, comme je dis, le but d'être spécialiste hypothécaire, c'est d'offrir un tapis rouge à mes clients. Moi, quand je fais une hypothèque, après ça, je demeure dans le portrait parce que si mes clients ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, j'ai accès à leur dossier hypothécaire, j'ai accès à leur compte, j'ai accès à tout. Euh, Également, quand vous faites affaire directement avec l'institution financière, souvent, il y a plusieurs avantages. Il y a des choses que les courtiers hypothécaires ne peuvent pas faire, que nous, les institutions financières, on peut faire, que c'est des produits exclusifs à l'institution financière. Comme quoi en ce moment, mettons? Qu'est-ce qui est cool chez Desjardins en ce moment? Ben, mettons, juste les promotions qu'on offre à les clients aux nouveaux acheteurs, par exemple. On a une promotion qui est en vigueur jusqu'à la fin juillet pour les nouveaux acheteurs, d'une remise de 3 000 pour les nouveaux acheteurs. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y a des qualifications, mais contrairement à d'autres institutions financières, c'est pas ajouté dans le taux d'intérêt, ça n'impacte pas le taux d'intérêt ou quoi que ce soit. Puis pour répondre à ta question, l'autre chose qui est vraiment différent aussi, c'est que quand le client va faire affaire avec un courtier hypothécaire, ben exemple que nous, on a les caisses de la santé, caisses des policiers, caisses des pompiers, on a des programmes pour les ingénieurs, on a des programmes pour beaucoup de spécialités. Donc, quand le client va passer par un courtier hypothécaire, souvent, ils ne vont pas avoir toutes ces promotions-là puis les choses exclusives que l'institution financière a. Puis je dis tout le temps à mes clients que vous faites affaire avec moi ou un courtier hypothécaire, c'est le service que vous avez au bout du compte. Oui, les promotions, c'est super important. Les taux d'intérêt, le service, mais il y a beaucoup de gens que c'est pas. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens plus que d'autres que même avec on parler des frais, des taux, des combien vous chargez, pas un peu la même chose que nous, mais moi, je dis vraiment souvent, c'est le service. Mais quand un client dit, tu sais, j'ai été avec un courtier hypothécaire, puis euh, c'est pas la même chose, c'est plus lent, c'est long, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec mon dossier. Faut pas oublier que la différence majeure que moi je dirais, c'est que moi je suis directement pour l'institution financière, j'ai un accès direct avec les analyses de crédit de Desjardins, avec mes partenaires de Desjardins, avec les conseillers. Donc, si jamais que j'ai un problème pour un dossier ou quoi que ce soit, j'ai des partenaires à côté de moi. Tandis qu'un courtier hypothécaire, c'est un intermédiaire. Donc, il y a quelqu'un entre lui et l'institution financière qui n'est pas direct. Fait qu'est-ce que tu dirais que ton service est plus rapide aussi, en quelque sorte, à cause de ça? 100%, Parce 100%. que c'est quand même important dans le marché actuel, tu sais, si je fais un peu le pont avec ce que nous on vit, tu sais, si tu présentes une promesse d'achat avec, exemple, 14 jours comme délai de financement, puis une autre avec 7 jours comme délai de financement, c'est sûr que ça pèse dans la balance, tu sais, tu sens que le client qui a mis 7 jours, ben, c'est parce qu'il est confiant, tu sais, peut-être qu'il a une meilleure relation avec son spécialiste ou son courtier, donc tu sens que ça a un peu plus de solidité, là, tu sais. Mais je pense aussi que parce que moi j'ai plus l'habitude de travailler avec des courtiers hypothécaires qu'avec des spécialistes hypothécaires. Je t'en avais déjà parlé, Émilie, quand on s'était rencontrés, parce que justement, les commentaires passent vite. Et c'est ça, moi, ça m'arrive souvent que j'ai des clients qui regardent pour commencer à acheter, puis qui sont pas forcément attachés à leur institution financière, puis souvent, ce qu'ils veulent, c'est le meilleur deal, le meilleur taux, etc. Donc oui, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, mais c'est comme moi, comme je t'avais dit, j'ai toujours le réflexe de référer à un courtier hypothécaire parce que je me dis, OK, la personne va avoir le plus d'options possible, puis ensuite, il fera ce qu'il veut. Donc, je pense que ça dépend aussi. J'aurais voulu voir le commentaire. OK, il faut m'inviter, les amis, je vais pouvoir vous guider. Oui, absolument, mais c'est ça. Je réfléchissais en même temps qu'Émilie discutait. Ça serait bien d'avoir les deux sons de cloche, mais c'est juste pour dire aussi que le but, c'est pas de dire qu'un est meilleur qu'un autre aussi, mais que comme selon le profil de chaque acheteur, c'est important de diriger vers les bonnes personnes. C'est surtout ça. Puis nous, en tant que courtier immobilier,
notre rôle est aussi de faire le lien, etc. Et d'amener les personnes vers les profils qui leur correspondent le mieux par rapport au deal qu'on peut leur proposer qui leur correspond le plus aussi. Mais je serais curieuse d'en parler avec Seru à l'occasion aussi pour Ben oui, avoir un un de petit ces peu quatre. les deux côtés. Ouais. Émilie, ce que je voulais savoir, c'est peut-être nous parler un peu de justement cette préapprobation hypothécaire. C'est quoi vos démarches? C'est quoi que tu peux conseiller aux gens? Peut-être nous parler un peu justement de la préapprobation hypothécaire. Comment vous abordez tout ça? Ouais, puis moi, j'aimerais ça savoir aussi, c'est quoi le poids dans la balance de la préapprobation hypothécaire, en ce sens où, quand tu en as une en main, tu sais, ta finale hypothécaire est garantie à combien de pourcents? Tu vois ce que je Ouais, veux dire? On s'entend si tu vas magasiner deux voitures qui sont financées, là, ton ABD, ATD, là, jump dans le tapis, là, mais tu c'est sais, pour ça. quelqu'un qui reste stable là, tu sais, dans sa job puis dans son endettement, tu sais, on parle de quoi là, comme finale? Là? C'est quoi les chances que la finale soit comme ce qui était sur la préapprobation? Pour la préapprobation, c'est une super bonne question, puis je le dis à tout le monde, puis tout le monde, puis tout le monde, puis tout le monde. Puis c'est, en ce moment, il y a beaucoup de gens même qui ne se font pas préapprouver, puis que là, ils nous appellent Dangereux. qu'ils ont besoin de ça dans 15 minutes. L'affaire qui arrive, c'est que tu peux pas. Même si tu voudrais. En fait, ça se pourrait en avoir une quand même assez rapidement, mais normalement, un délai, c'est 24-48 heures. Pourquoi? C'est qu'on a des gens qui nous appellent pour des offres d'achat, on a d'autres dossiers en cours. On ne peut pas tout laisser tomber qu'est-ce qu'on a en ce moment même. Non, puis tu as de l'information à aller chercher de la part du client qui se fait pas en claquant des doigts souvent. Là. C'est Exact. ça. Les documents des clients, puis de se faire préapprouver, c'est super important parce que dans le marché qu'on est aujourd'hui, souvent, vous le savez comme courtier, si le client n'a pas T'es pas dans le game. faire une offre d'achat, c'est pas plausible. Puis on ne sait pas. Souvent, les clients, ils pensent, ah oui, moi, je vais être préapprouvé pour tel montant, mais il y a beaucoup de critères. Fait que pour que les banques regardent pour une préapprobation hypothécaire, souvent, les gens, ils pensent, c'est avec leur mise de fonds. Donc, juste pour réitérer là-dessus, c'est vraiment pas avec la mise de fonds, c'est plus avec les dettes, puis le salaire, les revenus de la personne. Même si les gens ils ont une grosse mise de fonds, normalement, la qualification ne va pas être basée sur OK, ben moi, je vais mettre 200 000. Si, mettons, quelqu'un est préapprouvé pour 3 ou 400 000, même s'il y a 100 000 de mise de fonds, il ne va pas être préapprouvé pour comme 100 000 de plus parce qu'il y a 100 000 de mise de fonds. Donc, c'est mitigé, mais il y a beaucoup de critères qui sont regardés lors d'une préapprobation hypothécaire. On a aussi besoin d'avoir tous les documents des clients pour faire une préapprobation hypothécaire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font des préapprobations hypothécaires sans avoir de documents. Je ne suis pas une de ceux-là parce que je veux m'assurer que tout est beau avant de donner une préapprobation De hypothécaire. là, ma question de la finale hypothécaire. Exact. Donc, en fait, ce qui pourrait balancer dans une finale hypothécaire pour que ça ne fonctionne plus, c'est, exemple, un client qui change d'emploi et qui n'avise ni le courtier ni la banque. Ça pourrait énormément jouer parce que la préapprobation hypothécaire, elle est faite aujourd'hui. Si le client achète dans 2 mois, finalement, puis qu'il n'a pas dit sa situation financière qui a changé, ben, il n'est plus qualifié. Il y a des choses qu'il n'a pas mentionnées, s'il a pris un prêt auto entre-temps, peu importe ce qu'il peut savoir passer entre-temps. Aussi, si ce client-là, il n'y a rien qui a changé dans sa situation financière, par exemple, mais qui est rendu à l'achat, ce qui pourrait faire changer la finale, c'est la propriété. Donc, il n'y aurait rien d'autre que la propriété, par exemple. Puis, ce serait un bon exemple dans le sens que le client, il achète une propriété qui est finançable, qui est dans une zone inondable, qui a eu de la marijuana. D'ailleurs, on finance des propriétés qui a eu de la marijuana et on est une des seules institutions financières au Québec qui le fait. Donc, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça. Juste pour le mentionner rapidement. Mais oui, c'est ça, en fait. Fait que faire changer, c'est vraiment la situation financière du client. Un client qui n'est pas capable de démontrer la mise de fonds, rendu à des changements d'emploi. Un client qui aurait changé d'emploi puis qui est rendu avec une période de probation, par exemple, puis qui n'en avait pas avant. Ou sa mise de fonds, peu importe. Là, donc, ça serait des éléments comme ça, mais qui a changé. Si le marché oui. change, en fait, tu sais, comme là, on voit quand même une augmentation plus rapprochée là, du taux directeur.
des taux d'intérêt hypothécaires. Fait que dans le fond, si le marché change, est-ce que ça peut influencer la finale hypothécaire d'un client qui aurait eu une préapprobation peut-être il y a 3 mois, puis s'il y a un mois, il y a eu une augmentation de marché ou quelque chose de peut-être de pertinent que toi, tu pourrais nous parler, qui serait un peu en lien avec ça, sûrement avec lequel tu es habitué de travailler, là? Oui, c'est une super bonne question, mais en fait, on qualifie toujours les gens sur le taux de la Banque du Canada. Le taux qui est qualifié présentement, si je ne me trompe pas, c'est 5,25 ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas peur, là. C'est tout dans nos systèmes. Donc, même si le taux monte, baisse, les gens sont toujours qualifiés par rien changer pour eux. C'est une bonne question, mais non, ça ne pourrait pas changer. OK. Le marché est vraiment... il bouge beaucoup en ce moment pour les taux d'intérêt. C'est pour ça que très, très, très important la préapprobation parce que ça vous permet de geler un taux d'intérêt. Donc, pas de juste pouvoir présenter un offre, mais on peut geler un taux d'intérêt jusqu'à 120 jours. Fait que même si vous pensez acheter dans 6 mois, c'est pas grave. Demain matin, vous trouvez quelque chose qui vous intéresse puis vous n'avez pas de préapprobation, ben vous avez passé à côté peut-être de 2-3 hausses de taux d'intérêt que si vous auriez pu en faire une. Puis souvent, les gens, là, rapidement, j'aimerais ça juste parler de ça 2 petites secondes, ils ont peur de faire une préapprobation parce qu'ils ont peur que ça affecte leur crédit. Exact, la fameuse cote. Ouais. C'est un mythe. Pourquoi? C'est que si vous avez une bonne cote de crédit, le crédit sert à faire des demandes de crédit qui est totalement normal. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour le crédit? C'est quand quelqu'un va utiliser trop la capacité des cartes de crédit, donc il va les mettre en haut ou pas les payer chaque mois. Donc, payer seulement le minimum, c'est vraiment pas bon pour la cote de crédit, par exemple. Donc, toujours payer plus que le minimum. Puis, il faut toujours laisser une marge. Donc, exemple, que votre limite de carte de crédit est 5 000, de ne pas laisser à la carte de crédit à 4 000 ou, mettons, 3 500 chaque mois, d'au moins la laisser à 3 000. Donc, d'avoir une marge puis de ne pas avoir de retard dans le crédit également. Mais quelqu'un qui doit faire des demandes de crédit pour des choses qui sont essentielles, ça ne va pas affecter le de crédit du tout. C'est même quelque chose ça va être à votre avantage de faire une demande de crédit versus ne pas en faire et d'être pénalisé pour les taux d'intérêt par la suite. Absolument. Fait que si je peux résumer, je te dirais, parce que finalement, c'était un petit peu en lien avec la question que j'avais tantôt de comme quelle est la stratégie vraiment à adopter avant de se lancer dans un achat. Fait que c'est juste, en effet, de ne pas se contenter d'une espèce d'estimation directement sur le site de votre institution financière, puis de tout de suite contacter votre spécialiste financier pour étudier votre profil, puis voir les choses que vous devez peut-être régler avant même d'aller faire un achat, pour que nous aussi, en tant que courtier immobilier, quand on commence avec nos clients, on soit capable d'être efficace et rapide dans nos recherches, parce que plus le dossier financier sera correct de notre client, plus ça va être facile pour nous d'aller faire une transaction. Donc, ça serait vraiment de gérer correctement ses finances avant même de songer à visiter quelque chose. D'accord. Donc, tu aurais un message pour monsieur, madame, tout le monde, le premier acheteur qui est avec sa copine depuis 2 ans, qui veut acheter son premier condo? C'est une excellente question. C'est sûr aussi qu'en tant que premier acheteur, souvent, la première chose, ça va être de bâtir votre crédit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas avoir de crédit actif puis qui pensent que c'est peut-être la bonne technique, mais au contraire, si vous voulez commencer à magasiner pour une propriété, la première chose qu'une institution financière va regarder, mis à part la mise de fonds, c'est est-ce que vous avez une cote de crédit? Est-ce que vous avez du crédit établi, que ce soit avec un compte de cellulaire, Vidéotron, Bell, une marge de crédit. Ça prend un historique, finalement. Exactement. Donc, je vous dirais ça aussi. Puis, des fois, les gens, ils ont accumulé certaines dettes d'école, mais on voit aussi de notre côté, par exemple, sous, mais qui ont des dettes. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est payer vos dettes, quitte à mettre moins de mise de fonds. Pourquoi? C'est que les dettes ont une grosse part de responsabilité dans la préapprobation. Puis souvent, les gens vont qualifier pour beaucoup moins à cause des dettes. Donc, comme je disais, la mise de fonds ne va pas jouer tant nécessairement un gros rôle. Oui, la mise de fonds, elle est super importante, mais si vous avez beaucoup de dettes, vous êtes peut-être mieux de mettre un peu moins de mise de fonds, puis à ce moment-là, payer des dettes pour qualifier pour un montant supérieur. Intéressant. Exact. Sinon, l'autre chose que je dirais, c'est vraiment CELI, REER, super important de parler avec un conseiller financier, votre comptable quand vous faites vos impôts. Puis des fois,
honnêtement, un conseil, tu sais, je suis pas courtier immobilier, mais je le vois à tous les jours. Autant que vous voyez des situations avec des conseillers en prêt hypothécaire, des spécialistes hypothécaires, mais souvent, ce qu'on voit, puis acheter une propriété, on va pas se le cacher, c'est beaucoup de stress. C'est quelque chose qui est excitant, qui est vraiment une bonne nouvelle dans notre vie, mais des fois, ça peut se passer super rapidement. Fait que même quand quelqu'un dit qu'il pense acheter dans 6 mois, mais 6 mois, ça vient extrêmement vite, ça vient comme demain matin. Fait que Ouais. de faire votre préapprobation d'avance, à la renouveler dans 120 jours, même si vous n'avez pas acheté. Pourquoi? C'est que l'institution financière va avoir déjà tous vos documents, puis on va seulement vous redemander un relevé de paie à jour, puis vous allez être prêt, vous n'allez être pas stressé, on redonne une nouvelle préapprobation hypothécaire au courtier immobilier, tout le monde est en confiance. Donc, je dirais vraiment puis d'avoir les documents aussi là, nécessaires. Souvent, les gens, il y en a des gens qui vont attendre à l'achat, ils vont manquer plein de documents. Les courtiers Mais immobiliers, oui. extension de délai. Donc, de toujours être préparé d'avance, c'est sûr. On a beaucoup en ce moment de demandes de clients sur le fameux programme CELIAP. Qu'on a vu passer partout dans la presse, que tout le monde a partagé. Moi, je te l'avais dit honnêtement, je l'ai lu 50 fois cet article et j'ai rien compris. Mais non, mais c'est vrai parce qu'on n'a pas tant d'infos. Puis Émilie, tu me disais que en effet, c'était difficile d'en parler plus que ça. Parce que même vous n'aviez pas tous les tenants et aboutissants là-dessus. Donc là, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient demandé, qui nous regardent en ce moment. Je te laisse autant leur dire directement qu'on ne sait rien du tout de ça. C'est ça. C'est une super bonne question. Puis il y a comme plusieurs programmes, je pense, qui s'en viennent pour 2023 là aussi, puis des changements de règles et tout ça, là, même pour les investisseurs, si je ne me trompe pas, là, qui sort prochainement. Mais on n'a pas de... Donc, si vous allez sur Google puis vous tapez le CELI, app ou peu importe, on n'a pas eu de formation ou rien là-dessus, on ne sait pas les termes, conditions et tout ça encore. Mais quand ça va être disponible, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va pouvoir en parler et faire un autre live possiblement si vous voulez. Mais tu sais, moi, ce que je dirais à ces clients qui posent ces questions par rapport à ça, ça serait attendre. Oui, c'est vraiment génial comme programme. Il y a toujours des avantages, des désavantages, mais je dirais de ne pas nécessairement attendre après ça pour pouvoir acheter une propriété, dans le sens que le CELI est libre d'impôt déjà en ce moment si vous contribuez à un CELI. Puis le programme RAP, pour les nouveaux acheteurs également, que vous pouvez contribuer 35 000 de REER est déjà disponible. Il va toujours avoir certains programmes qui vont sortir une fois de temps en temps, mais même en tant que courtier immobilier, puis tu sais, je veux dire, je me renseigne aussi en regardant les nouvelles et tout, le prix des propriétés, il ne va pas baisser. Il va juste continuer de monter. Fait que pour un acheteur, je ne sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus, là, j'ai juste comme spéculé comme ça, mais si un acheteur veut acheter, c'est en ce moment, tu sais, c'est pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans quand le programme va sortir, c'est maintenant. Puis peut-être que ces gens-là, ils peuvent acheter aujourd'hui, mais si les propriétés montent, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils n'auront plus le même pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Donc, tu sais, moi, c'est ça que je dirais à ces gens-là par rapport au programme, puis aux choses. Puis, je pense que Sophie aussi, tu mentionnais là, par rapport au taux fixe variable, que j'ai tout le temps les questions. Ah, on a tout le temps. C'était ma prochaine question. Honnêtement, si tu veux développer là-dessus, là, c'est partout les modules immobiliers, les groupes Facebook. Puis je pense qu'il y a beaucoup de désinformation, mais je pense qu'il faut aussi calculer un peu comme quand écoute, ça c'est mon avis personnel, tu me diras si j'ai raison ou tort, mais quand tu fais un investissement en bourse, il faut que tu calcules ton niveau de stress, là, donc de savoir si tu es un investisseur prudent ou un peu plus cow-boy, mettons. Fait que j'ai comme l'impression que c'est un peu la même chose. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la principale différence entre les deux? Parce qu'il y en a qui ne le savent même pas, hein, honnêtement. Puis, quel est l'enjeu dans le marché aujourd'hui entre le taux fixe et le taux variable? C'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, nous, on se le fait poser chaque jour carrément. Puis, j'ai même eu des courriels de clients en fin de semaine qui sont comme désemparés. Ils ont peur parce que les taux montent, puis on ne sait pas quoi faire, puis tu peux-tu choisir pour nous? Puis, tu sais, à ce point-là, puis moi, ce que je dis à mes clients, c'est... Puis il y en a qui dirigent les clients vers un taux fixe ou un taux variable,
mais c'est pas ma pratique, puis je le ferai jamais. Pourquoi? C'est que tout le monde a des situations financières différentes, puis moi, je peux pas diriger quelqu'un. Je peux dire les pour puis les contre de chaque, mais c'est à la personne de se faire une tête. Puis ce que j'ai dit à une cliente ce week-end, c'est je comprends que vous entendez peut-être votre père, votre mère, votre frère, votre soeur vous dire ben moi je t'en fixe, moi je t'en fixe, moi je t'en fixe, ou quelqu'un d'autre qui va dire je t'en variable, puis ça va. Mais les deux, ils ont des avantages puis des désavantages. Puis ce que je dirais là-dessus, c'est que pour répondre à ta question, Sophie, un taux variable, ça va avec le marché. Les taux variables, dans les 10 dernières années, si on regarde un historique de 10 ans, le taux variable va toujours être mieux qu'un taux monte. Oui, ça descend, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'avantages en ayant un taux variable également, que par exemple, vous brisez une hypothèque avec un taux variable, la pénalité va être 3 mois d'intérêt. Vous avez un taux fixe, vous devez briser une hypothèque pour peu importe, que ce soit pour vendre, déménager dans un autre pays, déménager ailleurs. En cas de séparation, qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que c'est une possibilité, la pénalité peut être quand même très salée. À ce moment-là, c'est sûr que je me statue sur le fait que il y a beaucoup plus de désavantages avec un taux fixe. Par contre, encore une fois, je mentionne que c'est un choix personnel. Mais quand vous connaissez les deux, puis présentement, il y a une énorme différence de taux. Il y a presque 2% de différence de taux fixe et variable, qui est énorme en ce moment. Puis 2% dans un paiement hypothécaire, c'est beaucoup. Ce que je peux dire par rapport à ça, puis comme je disais, j'ai de la famille qui sont dans les hypothèques depuis longtemps, OK? Puis quelqu'un de très proche de moi qui est dans les hypothèques depuis longtemps pour ma compétition, donc on va pas en parler pendant le live. Mais pour réitérer à ça, puis ce que je dis à mes clients, c'est que vous pouvez avoir un taux variable, puis tout le temps que vous économisez l'argent, mettons que c'est 200 $ par mois, bien cet argent-là, mettez-le de côté, le 200 $ par mois. Puis si jamais qu'il y a une hausse de taux, bien prenez cet argent-là, puis à ce moment-là, tu sais, mettez-le sur l'hypothèque parce que vous avez le droit de mettre 15% sur l'hypothèque chaque année sans pénalité. Puis faites où vous pouvez faire chaque mois, mettre ce 200 $ dans un compte bancaire, puis faire comme si vous payeriez le taux de 4% fixe. Mais ce que je dis toujours, puis il y a des clients qui me demandent, Émilie, ça monte, ça descend. Oui, ça va avec le marché, c'est sûr, mais si vous avez quelqu'un que vous n'avez aucune adhérence au risque puis que vous n'allez pas dormir la nuit, bien, allez pas en taux variable. Premièrement, le gouvernement, puis on ne peut pas spéculer, on n'est pas des économistes, mais ça monte, ça descend. Donc, c'est sûr que si ça monte pendant 1 an et demi, ça ne peut pas monter pendant 5 ans indéfiniment. Ça va monter, ça va redescendre aussi. Donc, tout le temps que ça monte, imaginez pour aller rejoindre un 2% de différence, ça ne va pas monter de 2% en 2 mois, 3 mois. De toute façon, les revues de taux sont seulement à chaque quelques mois. Donc, c'est ça que je pourrais dire là-dessus, mais vraiment de prendre les pour puis les contre puis de voir qu'est-ce qui est pour vous. Est-ce que vous allez être un client qui va rester là à la même adresse pendant 5 ans? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que vous êtes investisseur immobilier puis vous voulez refinancer puis briser votre hypothèque après rénovation? Est-ce que, tu sais, ça dépend de plein de facteurs puis c'est ces questions-là que je vais poser à mes clients pour être sûr qu'on leur offre le meilleur produit pour eux, là. Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, tu l'as dit en début puis à la fin de notre live, tu sais, c'est trouvez-vous quelqu'un de compétent, tu sais, qui va vous se battre pour vous, qui va défendre vos intérêts, puis qui va aller vous chercher le maximum, tu sais, parce que comme dans plein de métiers, il y a des gens qui font le minimum, puis il y a des gens qui font plus que ce que le client demande. Puis j'ai l'impression que si tu es ici ce soir, c'est parce que tu es ce genre de personne-là, tu sais. Exact. Vraiment, voilà. Puis c'est ça, puis tu sais, puis pour revenir à ça, ce que j'allais dire, c'est que le client ne va pas aller perdre pour 0.005, 0.10 le même processus dans 8 banques. Fait que c'est pour ça que je dis de parler avec les bonnes personnes puis faire confiance au courtier immobilier avec qui vous travaillez, qui vous réfère aux bonnes personnes puis aux bons partenaires. Ben, c'est vraiment important. Ouais. Parce que si nous, on veut aussi que les transactions se passent bien, on a tout intérêt d'être accompagné de personnes avec qui on est en confiance. Des gens compétents. C'est pas négligeable, vraiment, là.
Mais c'était bien cool. Merci, merci beaucoup, merci, Un Émilie, bon d'avoir été merci à là. vous. Ouais. Merci à vous. C'est quoi ton numéro, tes informations Ton pour les gens numéro. qui vont te regarder? Ah ouais, Oui. ton numéro. Kathleen aussi va être Donne-nous ton as, Émilie. Mon adresse aussi. C'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre, puis tout ça, là, tes informations? Ouais. Par appel, message texte, courriel, les trois. Puis si je réponds pas tout de suite, c'est que je suis en rendez-vous client, puis je vous rappelle dans les prochaines minutes, je vous le dis par message texte. Mais mon numéro de téléphone, je vous le dis, puis je pense peut-être qu'on peut l'écrire quelque part, mais c'est le 514-999-5373. 5373. Exact. Je vais écrire dans le chat. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça, Super. 514-999-5373. Puis mon courriel, je vais l'écrire aussi tout de suite. Puis n'importe quand, là, même si c'est juste des questions, moi, je réponds toujours. Puis ça va me faire vraiment Je plaisir de confirme vous qu'Émilie aider. répond très vite. Ouais, à vous, hein? Elle l'a pu le voir, là, mais Ah, je ouais. réponds toujours. Super. Donc, ça va me faire plaisir. J'écris ça à l'instant. Puis, peu importe, comme je vous dis, vraiment écoutez vos courtiers, leurs conseils, puis de vous faire préapprouver vraiment tout de suite, puis de ne pas attendre, quitte à la renouveler. C'est comme vraiment important là, de faire ça maintenant. On ne regarde pas juste le taux, mais comment tu peux expliquer aussi les gens, puis conclure avec ça, que c'est pas juste le taux qu'il faut regarder quand on cherche une hypothèque, mais ce qu'il nous disait aussi, c'est toutes les clauses quand on veut annuler, canceller, c'est parce qu'à la fin de la journée, on veut que le client il paye le moins de frais possible. Donc, c'est ça que peut-être finir avec ça, de voir comment les gens ils doivent vraiment regarder les clauses puis pour payer le moins de frais possible pour peu importe la situation qui va arriver. Exact, 100%. Puis, tu sais, par rapport à ça, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'institutions financières, puis les clauses, ça se ressemble pas mal. Ouais. Puis, tu sais, je dirais, puis quand quelqu'un me parle de taux, je dis, tu sais, il y a souvent des clients, puis un peu peut-être comme vous en tant que courtier, que ça doit être une réalité qui doit être similaire, mais dans d'autres choses. Exemple, quand vous allez vous rencontrer des clients pour mettre leur maison en vente, puis que ces clients-là rencontrent, exemple, 1 ou 2 ou 3 courtiers, par exemple. Mais de notre côté, c'est comme quand les clients ils nous parlent, puis ils nous disent, j'ai parlé à X autres banques, j'ai parlé à X autres banques, c'est quoi ton meilleur 5 ans? Ben moi, quand un client me dit ça, je dis, je peux vous donner mon meilleur 5 ans. Mais quoi d'autre qui est important pour vous en tant que client? Tu sais, un 5 ans fixe, je dis aux clients, là, monsieur, madame, ça va varier de 0,10 à 0,05 d'une institution financière à un autre. Mais pour vous, c'est quoi qui est important? Est-ce qu'on vous a demandé vos besoins? Est-ce que vous pensez revendre dans 2 ans pour avoir quelque chose de plus grand? Est-ce que ça va être une propriété investisseur que vous allez louer éventuellement? Est-ce que vous allez déménager de pays parce que vous allez changer d'emploi? Est-ce que vous pensez avoir des enfants prochainement? Tu sais, peu importe. Puis, je pense que beaucoup de gens ou beaucoup de conseillers font leur travail, comme qu'on pourrait dire, tac, 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 mais ils ne posent pas nécessairement les bonnes questions. Puis, souvent, on me dit, Émilie, oh my God, c'est tellement clair, tu vas en détail, t'expliques tout, tu es vraiment là avec nous pour nous rassurer, nous expliquer c'est quoi les prochaines étapes après que tu prennes notre financement en main. Puis, je pense que ça serait ça pour répondre à ta question. Puis, je sais pas si je réponds. Je sais que je vais un peu dans tout, mais les clauses sont super importantes. Les clauses, ils se ressemblent pas mal. Mais qu'est-ce qui va différencier? C'est oui, d'une banque à l'autre, par exemple, d'une institution à l'autre, les pénalités peuvent être moins. Par exemple, de l'autre côté, les frais de notaire peuvent être plus élevés. En étant, par exemple, avec un prêteur virtuel ou une banque virtuelle, il y a beaucoup de notaires, puis vous l'avez sûrement déjà entendu, qui n'aiment pas les banques virtuelles ou certains. Pourquoi? C'est que la paperasse est énormément compliquée, il y a des retards, peu importe. Mais ce que je dirais, c'est vraiment le service que vous allez avoir puis la personne avec qui vous allez faire affaire avec, parce que autant qu'elle fait votre dossier, autant que votre dossier peut être pas approuvé parce que vous n'êtes pas la bonne personne, elle va pas comprendre, elle va pas être proactive. Elle va pas se battre pour vous. Ouais, exact. Exactement. Fait que ça, c'est super important. Moi, je travaille pour une institution, mais je travaille pour mon client. Je travaille pour que ça fonctionne pour mon courtier, pour mon client. Puis il y en a des fois qui vont peut-être pas aller plus loin que ça puis dire, ben non, c'est refusé, mais co-signataire, est-ce que vous avez pensé à avoir un 20 au lieu d'un 5 parce qu'avec 20 la décision revient à l'institution financière s'il arrive quoi que ce soit, donc, et non à l'assureur. Donc, on a plus de chances de le faire passer, par exemple, ou peu importe. Donc, moi, je dis vraiment, c'est la personne avec qui vous allez faire affaire.